Alors voilà pour le message de Howard Caton. Donc je vais maintenant passer le relais à Marjorie, qui est Events Manager au sein du SICHH. Marjorie sera la modératrice de cette table ronde qui va durer environ et qui va traiter de l'innovation dans les technologies médicales en milieu hospitalier et l'impact sur les compétences futures et en formation du personnel hospitalier. Marjorie, c'est à vous. Merci Lionel. Alors bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde que je me réjouis de modérer, d'autant plus qu'il s'agit d'un thème très actuel et crucial pour l'avenir des soins infirmiers. Je me présente brièvement, donc je m'appelle Marjorie Virdies et je suis Marketing and Communication Manager au Swiss Integrative Center for Human Health à Fribourg. Je vais commencer par donner rapidement la parole à nos 5 intervenants afin qu'ils puissent se présenter de façon brève. Donc, tout d'abord, Monsieur Antoine Geisbuller, qui remplace Madame Bornet-Divorja, initialement annoncée dans le programme, qui est, comme nous le comprenons tous, évidemment, actuellement mobilisé au HUG auprès des patients. Monsieur Geisbuller, je vous laisse la parole pour vous présenter. Oui, donc merci pour l'introduction. Effectivement, je remplace un peu au pied levé ma collaboratrice, Elena Bornet-Divorja, qui a été appelée à renforcer les équipes soignantes, qui sont une des les infirmières étant probablement la denrée la plus rare qu'on ait actuellement à l'hôpital et qui nous empêche peut-être d'ouvrir tous les lits qu'on aimerait pouvoir ouvrir pour accueillir les patients Covid. Personnellement, je suis médecin de formation, interniste, professeur d'informatique médicale et médecin-chef du service de cybersanté et télémédecine. Et puis, je dirige également le centre de l'innovation des HUG dans lequel Elena travaille avec moi. J'ai d'autres casquettes, mais je crois que ça suffit. Merci beaucoup. Madame Dominique Truchot-Cardo, c'est à vous. Madame Truchot-Cardo, est-ce qu'elle nous entend? Oui, bon. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, ce que je disais, je suis également médecin de soins intensifs et j'ai rejoint la Haute École de Santé La Source il y a 6 ans maintenant et je suis en charge du laboratoire d'innovation. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Madame Dominique Faure-Arnaud. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis justement dans un EMS, donc en Valais. Sinon, je suis maître d'enseignement sur la Haute École de Santé de Sion. Et ma particularité qui m'amène peut-être à être avec vous aujourd'hui, c'est que je suis chef de projet de cette nouvelle voie de formation en soins infirmiers qui s'appelle la Nursing Team Academy. Voilà, donc je pourrais y revenir plus tard si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Monsieur Olivier Chirlin, pouvez-vous également vous présenter? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis Olivier Chirlin, je suis psychologue et docteur en neurosciences de formation et puis je parle ce soir en ma qualité de responsable de la filière bachelor en soins infirmiers de la Haute École Arc Santé, donc de Léman, Neuchâtel, et donc notre école a cette particularité d'être tricantonale, c'est-à-dire Berne francophone, Jura et canton de Neuchâtel. Donc les mots de M. Caton ont résonné lorsqu'on parle de l'innovation et puis peut-être aussi des endroits de Suisse romande où il y a moins de ressources par rapport aux hôpitaux universitaires pour avoir des ponts qui se font facilement. Voilà, mais on pourra y revenir dans la suite de la table ronde. Merci. Très bien, et je donne maintenant la parole au 5e intervenant, Monsieur Jean-Marc Brunner. Je vous donne la parole. Oui, bonsoir. Donc, moi, je suis biologiste moléculaire, docteur en virologie, et je suis responsable du service du transfert de technologie et relations industrielles à l'Université Fribourg, mais aussi je suis directeur du Swiss Integrative Center for Human Health, nom terrible, mais très long, à Fribourg, où on essaie justement d'intégrer les nouvelles technologies et de faire le pont entre les différents domaines. Merci. Très bien, merci à tous. Alors, je me réjouis vraiment d'aborder et de discuter nos thèmes au travers de la diversité, de la richesse de ces parcours différents et respectifs. Je tiens aussi à rappeler, avant de commencer les discussions, à nos participants qu'ils sont invités à participer activement à la discussion via le chat sur la droite.
ou en utilisant l'icône Raise Hand en haut de l'écran pour intervenir en direct. Donc, pour en revenir maintenant à nos thèmes de l'innovation des technologies médicales et de leur impact évidemment sur les compétences en formation du personnel en soins de santé. Dans de nombreux pays, on doit faire face à une hausse de l'espérance de vie, une hausse aussi de l'incidence des maladies chroniques, ainsi qu'une pénurie de personnel soignant. Dans ce contexte, il est alors de plus en plus difficile de maintenir une offre de soins qui soit à la fois suffisante et de qualité. C'est donc un vrai défi pour le monde de la santé. Il faut d'une part augmenter le recrutement de personnel quand cela est possible et d'autre part revoir de nouvelles manières pour pouvoir délivrer des soins au travers des nouvelles technologies justement. Je fais référence là à la réalité virtuelle, à l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies de l'information. Donc j'en viens là à notre première question et m'adresse maintenant à nos intervenants. Dans ce contexte, de quelle manière la formation des infirmières et des infirmiers est-elle en train de changer pour répondre à ces nouveaux défis? Qui souhaite commencer? Arnaud, peut-être? Est-ce que vous avez compris ma question? Oui. Qui souhaite commencer? Monsieur Chirlin? Alors, peut-être effectivement au nom de la filière soins infirmiers dans son ensemble pour la Suisse romande, puisque moi j'appartiens aussi à ce qu'on appelle la CORESLOC, c'est-à-dire le collège des responsables locaux de filière. Et puis, alors, on a en fait un défi à mener en ce moment qui est la révision de notre plan d'études cadre. Donc, par rapport à cette formation infirmière, effectivement, il y a des aspects qui sont bien entendu pris en compte sur le nouveau plan d'études qui va sortir à l'horizon. Alors, on a encore un doute par rapport à cela, mais probablement 2022 ou 2023. Je dirais que la formation infirmière, aujourd'hui, elle poursuit deux défis. Il y a un défi politique, on ne doit pas l'oublier, hein, c'est qu'il y a eu une initiative qui a été déposée par rapport aux soins infirmiers forts, qui comprend aussi des aspects concernant la formation, donc avec une augmentation des moyens qui permet aussi de pallier peut-être au manque de diplômés. Alors, il est bien beau d'insuffler des moyens, mais encore faut-il définir comment. Simplement en ajoutant des moyens, on pourra aussi permettre de sortir davantage de diplômés. Hein, ce n'est pas qu'une question financière. Et puis, on a aussi un défi didactique. Alors là, on le voit très clairement dans cette période Covid, où effectivement, on a une augmentation des ressources numériques dans l'enseignement. Mais on a aussi déjà mis en place un certain nombre de dispositifs dans nos formations qui amènent le parcours de l'étudiant au sein des bachelors sous une autre forme. Je prendrai juste l'exemple d'un logiciel qui est partagé par l'ensemble des écoles, donc je ne parle pas que pour la Haute École Arc, du coup, par rapport à cet aspect-là, qui est un logiciel de calcul professionnel. Vous savez que c'est très important dans la profession infirmière, donc de pouvoir faire les dosimétries, d'être très à l'aise avec cet aspect des compétences. Et puis, on a mis en place un logiciel qui s'apparente un peu à un serious game, où finalement, on met les étudiants dans des situations et ils peuvent surtout s'auto-évaluer et poursuivre un parcours de formation à travers les 3 années de bachelor de manière autonome et indépendante, avec bien sûr quand même l'appui des professeurs à certains moments. Donc ça, c'est vraiment une innovation qui nous sert clairement dans l'information. Et puis, un élément qui, outre la cybersanté et tous les éléments, bien sûr, qui font l'actualité aujourd'hui, qui doivent encore davantage s'accentuer, je dirais, dans les formations de type bachelor. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer? Sinon, je proposerai à M. Geisbuhler, quels sont selon vous peut-être les changements à apporter dans la formation des infirmières dans ce contexte? Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Peut-être juste un petit complément à ce que vous avez dit concernant le manque de ressources qu'on vit évidemment de manière très aiguë ces jours-ci, mais qui n'est pas un problème nouveau. Peut-être une des pistes aussi de réflexion que j'aimerais poser sur la table, c'est celui non seulement d'augmenter la formation et d'essayer de trouver des outils qui permettraient de pallier à ces manques, mais aussi de réfléchir au fait de savoir si on utilise vraiment au mieux
les compétences infirmières lors de la pratique des soins. C'est un travail sur lequel on travaille, un projet sur lequel on travaille depuis 5 ans qui vise à permettre à chacun des professionnels impliqués dans la production de soins, soins infirmiers, mais aussi les autres professions, à travailler dans ce qu'on appelle le tiers supérieur de leurs compétences. Et ça pose la question des services hôteliers, ça pose la question de la gestion des magasins et de toutes sortes d'autres fonctions qui sont souvent, en tout cas, dans le contexte que je connais bien aux hôpitaux universitaires de Genève, délégués dont sont en charge les soins infirmiers. Et se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut aussi réorganiser ces choses-là. Et ça veut dire aussi repenser les processus, ça veut aussi dire intégrer d'autres professions dans les unités de soins, ça veut dire aussi de réfléchir au sein de la profession infirmière à un certain nombre de spécialisations ou de tâches qui peuvent être réassignées. Donc c'était juste pour dire, il y a différentes manières finalement d'approcher ces questions-là. Et c'est sûr que les technologies, et en particulier les technologies du numérique que je connais un petit peu, peuvent jouer un rôle facilitateur et de permettre des nouveaux modes de travail avec de la supervision à distance, avec toutes sortes d'outils qu'on peut utiliser pour faciliter la communication entre ces différents intervenants. Tout cela, évidemment, nécessite des changements dans la formation, non seulement de formation par rapport à ces outils, formation au numérique, formation à certaines nouvelles technologies, mais je dirais le plus important, c'est aussi une formation au travailler ensemble dans un milieu interprofessionnel. Et je pense que la formation à l'interprofessionnalité est un des grands défis pour toutes les professions soignantes. Alors il y a un certain nombre de projets. Genève s'est doté d'un centre interprofessionnel de simulation qui permet de faire travailler ensemble étudiants en médecine, étudiants en soins infirmiers, autres professions soignantes, physiothérapie, techniciens en radiologie médicale. On aimerait aussi intégrer les pharmaciens qui vont jouer un rôle de plus en plus important dans la production de soins de première ligne. Donc oui, la formation joue un rôle très important, mais à mon sens, beaucoup plus sur les soft skills du travailler ensemble, de la résolution collaborative de problèmes complexes qui sont la norme dans les équipes soignantes, plutôt que des formations à la technologie, d'autant plus qu'on est de plus en plus avec des générations qui sont nées avec le numérique et pour qui, finalement, la difficulté, ce n'est pas de les former aux outils du numérique, mais de leur expliquer pourquoi ils doivent encore utiliser des outils qui ont été construits il y a 20 ans avec des ergonomies qui sont difficiles à accepter actuellement. Voilà quelques propos un petit peu provocateurs. Très bien, merci. Madame Faure-Arnaud, je vous laisse la parole. Oui, j'ai envie de prendre le relais sur ces propos qui font beaucoup de sens pour moi quand nous avons mis en place donc cette nouvelle formation au bachelor en soins infirmiers appelée donc la Nursing Team Academy, puisqu'on s'est rendu compte en fait que les infirmières avaient des compétences sous-utilisées, mais que c'est elles-mêmes d'abord qui ne valorisent pas ces compétences dans les milieux de soins. Je prends l'exemple de ce fameux PEC des années 2012 où, entre autres, l'enseignement du clinical assessment et l'approche scientifique basée sur des données probantes n'ont pas du tout éclos sur les milieux de soins. L'infirmière est restée quelque peu la même qu'avec le PEC 6 donc des années avant. Et la réflexion que nous avons eue avec quelques-unes de mes collègues, ça a été de se dire mais qu'est-ce qui se passe? En fait, les hard skills sont développés, l'expertise, si on veut, infirmière clinique est travaillée, et quand on se retrouve dans les milieux de soins, cette infirmière ne se positionne pas et ne met pas en avant une nouvelle compétence qu'elle a acquise, compétences qui répondent aux besoins du système de santé, pénurie de médecins, d'assistants, mais aussi à la population qui a évolué, population de plus en plus polymédiquée et polypathologique. Et cette base-là nous a fait dire que le problème n'est peut-être pas dans le contenu, mais surtout principalement dans ce leadership clinique qui a été évoqué précédemment, je crois, par Monsieur Catton ou par Monsieur Gusenberg, où peut-être que la première compétence à mettre en avant dès le démarrage d'une formation, c'est sa posture, c'est son positionnement, son identité professionnelle au sein
d'une équipe interprofessionnelle et pas simplement uniquement centrée sur son ego, et par la création de cette Nursing Team Academy qui, en fait, nous sommes inspirés, nous sommes partis en Finlande, nous nous sommes inspirés de ce qui est fait en Finlande, nous nous sommes inspirés de ce qui est fait en Valais par mon collègue Antoine Perruchou, qui a, lui, depuis 3 ans, expérimenté ce modèle en Business Team Academy. Et nous avons ouvert, nous, cette année, cette première Nursing Team avec 13 Teamsters. Et notre centre de compétences, il est basé sur les soft skills. Et je pense que vous connaissez tous les fameuses 16 compétences du 21e siècle, basées évidemment sur les soft skills. Nous en avons retenu 5 qui nous font sens dans le métier des infirmiers et infirmières, à savoir la curiosité, la créativité, la responsabilité, l'esprit d'équipe et celle qui me manque, c'est l'autonomie. On s'est dit, dès le départ de leur formation, pendant 3 années de bachelor, il n'y a pas de cours, hein, ce sont eux qui construisent leurs cours. On n'est plus du tout derrière des bureaux, hein, on a carrément un open space dans lequel chacun vient travailler, une espèce de laboratoire de travail. Et puis, ces Teamsters travaillent toujours en équipe, construisent tous en équipe. Quelque part, ils créent par avance, ce qu'ils vont connaître quand ils seront dans le milieu professionnel. Et notre intention, c'est vraiment de développer leur capacité de créativité, c'est-à-dire de pouvoir contribuer à des projets, pouvoir s'intégrer, entre autres, et ce, moi, en tout cas, je crois, c'est que le modèle hospitalier n'est plus un modèle possible dans les soins infirmiers. Il doit être un modèle centré beaucoup plus extra-hospitalier, avec des durées de séjour très courtes, des ambulatoires et beaucoup plus de place à nos équipes infirmières au domicile de notre clientèle. Donc, c'est aussi, pendant ces 3 années, beaucoup plus travaillé sur l'aspect créativité novateur, que nous n'avons pas tant travaillé que ça, en tout cas pour ma part, dans l'enseignement jusque-là. Et puis, c'est pouvoir aussi développer toute la partie promotion en santé, toute la partie réhabilitation dans laquelle on voit très, très peu nos équipes infirmières. Donc, voilà pour moi, quelque part, comment je vois, entre autres choses, une part de notre projection autour des soins infirmiers dans la formation. Nous avons aussi ciblé, en lien avec cette rencontre de ce soir, l'approche numérique. Mais en fait, vous le dites très justement, l'approche numérique, nos jeunes ne la maîtrisent. Mais en fait, ils sont dans une approche numérique ludique. Et on s'est rendu compte qu'ils n'avaient absolument pas de maîtrise dans un outil informatique à visée professionnelle. Et nous nous rendons compte, par exemple, nous enseignons tout de suite à leur arrivée, par exemple, l'utilisation des bases de données. Très compliqué pour eux. Et puis, le deuxième point dans l'utilisation des bases numériques, nous avons mis en avant, peut-être que vous l'utilisez sur Genève, ce que nous appelons un portfolium, enfin la marque c'est portfolium, mais c'est un portfolio digital. Et nous demandons à nos Teamsters de venir déposer sur ce portfolium, qui est donc un outil digital, au même titre qu'un Facebook, un LinkedIn. Et ces jeunes, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de mal à venir alimenter, à travailler sur du numérique et sur une plateforme digitale pour parler d'eux-mêmes et à mobiliser les compétences que cette plateforme digitale leur demande. Donc, ça veut dire que il y a aussi une carence, en tout cas dans cette transition numérique, il y a aussi une carence auprès de cette jeunesse pour accéder aux compétences métiers via le numérique. Voilà, en quelques mots, le partage que j'avais à faire sur un thème qui est pour moi passionnant, d'une évolution certes marquée par le Covid et qui démontre encore plus les besoins urgents d'adaptation, et entre autres choses par une proposition d'une voie de formation qui ne peut pas convenir à tout le monde puisqu'elle nécessite une grande capacité d'autonomie. Je vous remercie de votre écoute. Je ne me lasserai pas du sujet. Merci beaucoup. Je laisse Monsieur Chirlin réagir. Oui, alors je ne veux pas priver la parole, donc je vais faire très court, mais il me semble qu'il manque un point d'introduction peut-être pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas, comme mes collègues Dominique au pluriel, spécialistes de cette question de la pénurie. C'est un petit peu chiffrer quand même les éléments, et puis d'expliquer en 2 mots que ça ne porte pas uniquement sur la formation initiale, cette question de pénurie et d'adaptation nécessaire. Donc pour dire qu'aujourd'hui, la Suisse est capable
de former 2700 professionnels chaque année, ce qui couvre à peu près 43% des besoins en nouveaux diplômés chaque année. Donc, de toute façon, de manière très insuffisante, ça ne répond pas aux besoins sanitaires en temps normal, hors Covid. Et puis, d'ici à la retraite, ces nouveaux diplômés, il y en aura à peu près 45% d'entre eux qui vont quitter la carrière. Et si on prend les toutes premières années d'exercice, c'est à peu près un tiers qui sera déjà parti. Donc, ça, c'est des données qui sont absolument catastrophiques, hein, qu'il faut corriger. Et puis, comme l'a dit M. Kesbuller d'une autre façon, mais je pense qu'il y a aussi à la fois la formation initiale, bien sûr, qui doit s'adapter, mais également la formation pour tout au long de la vie. On parle peu de la formation continue des infirmiers et infirmières, et c'est un élément aussi qui permet cette valorisation des compétences et ce maintien dans la carrière. Voilà, c'est ça aussi que je voulais peut-être rajouter comme point en prélude. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Brunner, peut-être, quelle est la vision ou peut-être comment un centre de compétences comme le SIC contribue-t-il à ces changements technologiques, ou comme Madame Faure-Arnault l'a exprimé, à une utilisation professionnelle des outils numériques par les infirmières et infirmiers en devenir, et non pas comme objet, comme elle l'a exprimé, uniquement ludique sur des réseaux sociaux ou sur des outils technologiques. Bon, pour être clair, moi je suis un peu un alien dans cette discussion parce que je viens d'un autre monde. On ne travaille pas directement avec les hôpitaux et les infirmières, on les soutient, mais je peux faire un parallèle avec les laborantines qu'on a dans les laboratoires, qu'à l'époque ils étaient formés pour presque obéir mécaniquement à des ordres qui étaient donnés pour faire de la recherche fondamentale. Aujourd'hui, c'est fini ça. Les laborantines doivent évoluer avec les personnes pour avoir une recherche de qualité. On ne peut pas juste attendre que quelqu'un fait mécaniquement des choses. On s'attend de eux aussi qu'ils évoluent, qu'ils apprennent aussi des technologies, ils deviennent de plus en plus technologiques. Donc, c'est une évolution normale à tout niveau. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui va continuer. Il y aura de plus en plus des séparations qui vont disparaître. Aujourd'hui, il n'y a plus le chercheur, la laborantine. Aujourd'hui, il y a un team qui travaille ensemble pour résoudre un problème. Et puis pour moi, comme vous disiez, la formation des personnes, c'est aussi le retien des personnes. On a vu dans la crise Covid qu'on est en manque de personnel à niveau de la Suisse. Moi, personnellement, je suis né au Tessin, je suis valaisan d'origine, mais je suis né au Tessin. J'ai vu avec la crise du Covid la grande peur qu'il y avait au Tessin que si l'Italie fermait les frontières, plus personne ne pouvait nous soigner. Donc, je suis très sensible à ce que vous dites et je soutiens totalement cette approche. Très bien, Madame Truchot-Cardo. Oui, alors moi, juste ce que je voulais rajouter, c'est effectivement, on a dans nos étudiants des générations Z qui sont nés avec le numérique, mais ce n'est pas pour ça qu'ils l'intègrent parfaitement dans leur pratique. Ils nous voient aussi faire confronter ou se rencontrer avec des startups, et je peux vous dire qu'ils ne sont pas tout à fait enclins encore à l'intégrer dans leur pratique. Alors, l'universitarisation de la profession par le biais de la HES leur permet d'aller dans des réflexions effectivement interprofessionnelles transdisciplinaires. Et moi, je peux vous dire que, par exemple, quand on leur présente des startups avec des exosquelettes, il y a des très grands questionnements. Ils ne sont pas du tout prêts à l'intégrer. Et puis, alors, beaucoup plus simple encore, ils n'ont pas encore de réflexion sur leur posture professionnelle au milieu de cet environnement. Donc, c'est en route. Le travail, un travail profond de réflexion sur des bases scientifiques amène à de la réflexion et tout au long de la vie, puisque maintenant la profession, après le bachelor, enchaîne sur du master et de doctorant. Mais le gros de notre travail à l'heure actuelle, c'est de leur faire prendre conscience que cet environnement nécessite qu'ils soient partie prenante. Moi, je dis toujours, on a beaucoup qui viennent vers nous en ne comprenant pas pourquoi on intègre des cours sur l'intelligence artificielle. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin, ils soient pour ou contre, mais qu'ils aient un avis. Voilà.
la vraie révolution est dans cette prise de position et dans la profession, ça fait partie de mon quotidien et dois-je me positionner. Et on a eu une très belle réflexion justement au propos des exosquelettes, où on s'attendait à une réflexion technique. Enfin, les étudiants de l'EPFL qui venaient vers nous avec cette réflexion technique attendaient des réponses techniques de soins, et les réponses qu'ils ont eues, mais comment je me place vis-à-vis du deuil du patient, de sa fonction. Et là je peux vous dire que ça a ouvert ce débat prend actuel. Vous avez d'un côté ces étudiants de l'EPFL qui attendaient, dans une image peut-être très préconçue, que les infirmières leur donnent une réponse, savoir s'il faut un bouton pression ou un scratch pour accrocher parce que c'est l'image qu'ils se faisaient de l'infirmier. Et en face, la réponse a été, mais moi on m'a appris qu'un paraplégique, il fallait que je l'accompagne dans son deuil. Et je fais quoi maintenant? Je lui dis qu'il va peut-être remarcher. Et de l'autre côté, les ingénieurs ne savaient pas quoi répondre. Et du coup, on l'a transformé, et c'est ça. Là, et je partage pleinement toutes les initiatives qui disent de quelque chose de très factuel, ouvrons cet esprit pour qu'ils arrivent sur le marché du travail avec je suis pour ou je suis contre, mais j'ai un avis. Et peut-être que, comme vous le dites très bien, Olivier, on a un gros souci. On forme énormément de monde et on les perd après. Alors pourquoi on les perd? Il faut les préparer à cet environnement technologique. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Donc, on voit que là, on a une réponse de nos intervenants qui sont vraiment engagés sur le terrain, que ce soit au niveau de la formation ou en milieu hospitalier directement des soins infirmiers. Mais j'aurais une question qui en découle, du coup, quel serait le rôle peut-être des industriels qui sont actifs dans le domaine de la santé, dans l'accompagnement de ce changement, de cette formation dans les outils technologiques, si tant est qu'ils en aient un. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait peut-être réagir à ça. Oui, Monsieur Schirlin. Je vais laisser d'abord la parole à Dominique, puisqu'elle a levé la main la première. Oui, je pense pour avoir à peu près. Je dis une des priorités, c'est d'impliquer plus et plus tôt les soignants dans les développements, afin de faciliter un transfert plus accepté, plus intégré, plus porté des technologies. Merci. Ça va aller dans le sens de ce que vient de dire Dominique, c'est que on apprend à nos étudiants une théorie qui est la théorie de l'innovation de Everett Rogers. Dans cette théorie-là, en fait, lorsqu'on veut implémenter une innovation, puisque c'est le sujet de cette table ronde, on s'assure avant tout que les futurs utilisateurs vont pouvoir effectivement être en accord avec cette technologie ou cette nouvelle façon de faire, cette innovation. Il y a plusieurs phases, ça va jusqu'au contrôle qualité de cette innovation, etc. Il y a un autre concept qui m'est assez cher, parce que je fais aussi de la recherche par ailleurs et je travaille dans les gérontotechnologies, dans ces projets de recherche, et puis c'est le concept en fait d'affordance, qui se traduit très mal en français, où en fait c'est pas seulement le user-friendly par rapport aux technologies, mais c'est vraiment ce concept anthropologique. On construit une histoire avec les objets. Et donc nos étudiants, qu'ils soient à l'aise avec les nouvelles technologies ou pas, quelque part, ils sont en train de construire leurs propres histoires aux objets. Et puis, ce qui m'embête le plus, c'est qu'il y a un manque de dialogue, peut-être, entre les industriels et la formation initiale. Peut-être que dans les phases de développement des innovations, il serait nécessaire qu'il y ait peut-être des testings, comme on le fait dans le domaine du marketing, sur des produits avant de les sortir sur le marché. Donc, peut-être qu'il faut qu'il y ait cette phase de dialogue aussi entre les étudiants en formation initiale et puis les développeurs des nouvelles technologies. Mais il y a aussi un problème sur le terrain. C'est que si vous regardez un hôpital, vous regardez les équipements, les technologies qui sont à disposition, vous allez vite vous apercevoir que dans les services, on n'a pas nécessairement pour le même équipement la même marque. Et donc pas nécessairement non plus la même ergonomie d'utilisation. Ce qui fait qu'une infirmière, par exemple, qui est en réa, lorsqu'elle doit utiliser des pousse-seringues et qu'elle va ensuite aller dans un autre service, elle va se retrouver face à une machine différente, avec peut-être une ergonomie différente. Et ça, même en préparant au mieux les étudiants dans la formation initiale, aussi peut-être tout simplement d'ergonomie cognitive, de savoir comment on peut rejoindre les technologies entre elles, malgré des marques différentes, pour avoir quelque part une certaine uniformité dans les utilisations des technologies. Voilà ce que je pouvais avancer par rapport à cela.
beaucoup. Alors, j'ai pas vu qui de M. Brunner ou Geisbuller a été plus rapide pour lever la main, mais je donnerai d'abord la parole à M. Geisbuller. Merci, oui. Donc, moi, je travaille surtout donc, à l'hôpital, ce qui fait que là, on est moins impliqué dans la formation initiale, mais évidemment beaucoup plus dans l'évolution des carrières et de la formation continue et en particulier de la motivation de toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs des HUG, dont une grande partie sont des infirmiers et des infirmières, à participer à ce développement technologique, à cette innovation. Donc, on a un centre de l'innovation qui est un petit peu une porte pour accueillir l'industrie et la mettre en contact avec la réalité de l'hôpital, d'amener les innovations à pouvoir être testées, soit dans des sortes de living labs, soit plus concrètement dans des unités de soins. Et ça, je pense que c'est une première chose. Puis l'autre chose qui est importante, c'est aussi de mettre en place des mécanismes d'innovation et d'amélioration continue de la qualité comme une activité routinière dans les unités de soins. Et ça a été un travail qu'on a mené depuis quelques années, d'amener ces outils notamment d'amélioration continue de la qualité qui sont dérivés de techniques type Lean Management et autres, pour inciter finalement les professionnels qui travaillent dans les unités de soins à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait changer les processus, ce qui est le plus souvent le cas, mais aussi les outils qui sont à disposition et ensuite d'essayer d'intéresser l'industrie finalement à approcher ces problématiques et venir avec des solutions, pouvoir tester ces solutions. Donc, je pense que de plus en plus, on aimerait faire de l'hôpital un grand centre de recherche, développement et d'innovation, et pour cela, il faut des partenariats avec tout l'écosystème industriel et l'écosystème d'innovation en dehors de l'hôpital. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Brunner? Je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, ça fait un petit moment que je travaille dans le contexte de l'innovation. Souvent, je suis surpris. Il manque des fois dans le monde industriel, même des grandes entreprises, mais pas toutes, hein, heureusement, cet feeling de ergonomie de l'utilisateur final. Souvent, on impose une technologie aux personnes et personnes, ils doivent se plier à ça. Je discutais une fois avec une entreprise où ils disaient, ouais, alors on a la machine qui est produite, puis aujourd'hui, la machine, elle est gérée par un ordinateur et il y a un informaticien qui fait le soft et ensuite on donne à une entreprise de design pour faire l'interface graphique. C'est assez dommage parce qu'il faudrait prendre le problème de l'autre côté. Prendre justement une personne qui travaille en première ligne et puis lui faire développer avec l'informaticien le soft qui va lui vraiment servir. Aujourd'hui, on fait toujours le contraire. On impose des technologies aux personnes et ça, c'est très dommageable et ça prend beaucoup d'énergie après aux utilisateurs finaux à utiliser. Je finis rapidement avec un exemple que j'ai vécu personnellement. En microscopie, j'utilisais énormément de microscopes pendant ma thèse et puis il y avait un équipement qui me semblait beaucoup plus solide. Je ne vais pas dire le nom de l'entreprise, mais en microscopie, il n'y en a pas 10 000. Finalement, j'utilisais la marque concurrente parce que le soft qui servait à piloter ce microscope, il était très simple. Il y avait 4 boutons, tic-tac-tac, et sous pression, c'est clair, on ne va pas dans le compliqué. Et ça, c'est souvent, je pense, un problème de base. On ne pense pas à l'utilisateur final. Et c'est vrai que, comme en laboratoire, la laborantine, dans les hôpitaux, comment s'appelle, l'infirmière, c'est une première ligne, c'est une personne qui est très en contact avec ces nouvelles technologies. Et donc, il faut aussi la former, mais ça serait sympa de le faire aussi dans l'autre sens. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un désire ajouter quelque chose par rapport à ça? Bon, très bien, sinon, que l'on parle de e-health, en fait, de digital health ou de medtech, vous, les innovations s'imposer dans les milieux hospitaliers très prochainement. Et quelles compétences seront alors nécessaires pour les intégrer au mieux?
qu'on a des exemples concrets de technologies qui sont prêtes à arriver et puis où les gens sur le terrain se posent déjà la question, mais comment est-ce qu'on va l'intégrer dans les équipes? Comment les gens vont être formés? Ça, ce serait la prochaine question. Donc, des exemples précis en e-health, en digital health ou en medtech. On parle également du dossier patient. Est-ce que c'est quelque chose qui nécessite une formation? Oui, Monsieur Geisbuller? Oui, bon, ces outils, en tout cas les outils de base, hein, qui sont le dossier du patient, le dossier de soins informatisé, sont des choses qu'on connaît maintenant depuis quelques décennies, hein, dans certains hôpitaux, qui nécessitent évidemment une formation. Et c'est un enjeu important, hein. Ces outils, souvent, offrent un nombre de fonctionnalités qui sont très importants et pour être bien utilisés, nécessitent de la formation. Et en particulier, pour les soins infirmiers, ça représente, sauf erreur chez nous, la phase de montée à bord pour les outils informatiques de base dans l'institution, c'est de l'ordre de 2 jours de formation par soignant qui arrive dans l'institution. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Parce qu'évidemment, une mauvaise utilisation de ces outils peut poser un certain nombre de problèmes. Alors vous me direz, l'ergonomie est peut-être pas optimale, et il y a peut-être là des progrès à faire. Mais enfin, néanmoins, la maîtrise du processus informationnel, de la qualité de l'information qu'on va entrer, des règles du jeu pour que ça soit aussi efficace que possible, sont des choses qui doivent être apprises. Et c'est donc un investissement important pour monter à bord et pouvoir être efficace dans l'hôpital. Je dirais que ce qui est en train d'arriver de plus en plus, c'est les outils qui vont être déployés sur des plateformes mobiles, la téléphonie mobile, les apps, et en particulier les apps qui sont utilisées par les patients et par les proches. Et là, je pense qu'il y a toute une formation nouvelle à faire. On a déployé, et je crois que Elena vous parlera tout à l'heure de l'application Concerto, qui est une sorte d'outil qui permet aux patients de participer beaucoup plus activement à leur hospitalisation avec un certain nombre de fonctions. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, je dirais, dans la panoplie des outils numériques dans les unités de soins et qui nécessite une formation, qui nécessite un aménagement dans les processus habituels pour que finalement l'équipe de l'unité de soins, et ce n'est pas uniquement les infirmiers et les infirmières, c'est aussi les aides-soignants, c'est aussi les médecins, c'est aussi le reste du personnel qui est impliqué, comprennent pourquoi est-ce qu'on déploie ces outils, comment est-ce qu'on va accompagner les patients à les utiliser, et puis non seulement les patients, mais maintenant aussi les proches qui revendiquent de pouvoir être impliqués numériquement dans l'équipe soignante. Donc je pense que c'est ça vraiment actuellement les défis auxquels on doit faire face, beaucoup plus que les outils habituels du dossier informatisé ou des extensions qui peuvent être sur des téléphones mobiles ou par exemple pour la saisie de signes vitaux, pour la dispensation de médicaments. C'est vraiment l'arrivée de nouveaux acteurs avec leurs outils numériques dans l'unité de soins. En tout cas, c'est ce qu'on constate dans notre pratique actuelle. Merci beaucoup, Madame Truchot-Cardo. Alors, moi, si j'en voyais 2, ce serait l'intelligence artificielle et la robotique, mais surtout, c'est surtout l'enjeu qui est derrière, c'est d'en connaître l'existence, de bien les comprendre, en sortant des représentations que je vois moult et moult fois de type science-fiction habituelle. Il y a de nombreuses études qui ont montré que l'impact de la robotisation sur les soins infirmiers représentait 0,7 à 0,9%, donc il n'y a pas de quoi s'en inquiéter. Au contraire, il faut l'appréhender, il faut l'intégrer et grandir à côté, puisque finalement le côté relationnel, le côté humain ne sera en aucun cas submergé par cette robotique. Et puis savoir encore une fois se positionner professionnellement et les utiliser à bon escient et en toute sécurité. Et aux développeurs de tout poil, faire des outils qui soient vraiment compatibles avec les soignants et leurs pratiques professionnelles. Moi, je vois des dérives énormes, notamment vis-à-vis de la sécurité des datas, par des transferts entiers de dossiers de patients non anonymisés par Messenger ou WhatsApp. Tout ça parce qu'en alternative, pour transférer des dossiers facilement, rapidement, être assuré d'avoir une réponse, les alternatives sont extrêmement complexes. Elles ne sont pas du tout construites sur un esprit de diagnostic et de prise en soin
qu'est le cerveau des soignants. Donc, moi, voilà, si j'avais vraiment se dire, former nos futurs professionnels, puis nos professionnels actuels à bien faire la différence et l'utilisation professionnelle, ne pas rester derrière des images qui font que finalement c'est très simple de ne pas accepter et puis de prendre ce que l'on se sert au quotidien, parce que c'est pas la même chose, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais revenir un petit peu au départ de notre table ronde. Donc, on a compris par vos diverses interventions que la Suisse, elle traverse, comme tous ses voisins européens, une pénurie en personnel soignant. Au vu de ces difficultés à recruter, pensez-vous qu'une meilleure reconnaissance des diplômes en Europe pourrait aider à pallier ce risque de pénurie en Suisse? Oui, Madame Pouchot. Vous avez toujours votre main levée. Peut-être que… Alors, non, je veux pas monopoliser, donc je la rebaisse, mais j'ai un avis sur la question, mais je laisse… Alors, est-ce que quelqu'un a un avis par rapport… J'aimerais juste qu'on précise la question, parce que la reconnaissance des diplômes en Europe, elle est déjà assurée. C'est le titre bachelor, c'est le fait qu'on valide des crédits européens au même titre que les formations universitaires. Donc, quelque part, le diplôme suisse, comme le diplôme français, comme le diplôme espagnol, sont reconnus au même grade universitaire bachelor. Donc, je pense que la question doit plutôt être orientée sur une meilleure reconnaissance des compétences dans l'exercice professionnel infirmier, peut-être. Plus que le diplôme, d'accord. Monsieur Geisbouler? Votre micro est coupé, monsieur. Oui, vous êtes sur mute. On ne vous entend pas. Excusez-moi, voilà. Non, je disais, venant d'un hôpital où plus de 50% de nos infirmiers et infirmières viennent de l'étranger, de manière transfrontalière, se pose la question simplement du côté éthique que d'aller pomper ailleurs ce qu'on ne sait pas former localement. Je crois que c'est une vraie question parce que les infirmiers et infirmières qui vont venir de France vont être remplacés par d'autres qui viendront d'Espagne en France et ensuite du Maroc en Espagne. Et je pense que là, on utilise par peut-être une certaine paresse des mécanismes qui sont questionnables en termes d'éthique, je dirais. Mais bon, ça, c'était plus une réflexion générale. Je pense que la réflexion est beaucoup plus complexe que ça, mais je crois qu'il faut qu'on milite pour, une meilleure capacité de formation, une capacité de formation qui soit peut-être différenciée en fonction des besoins à différents niveaux du système de soins. Et puis, comme je le disais en introduction, une meilleure utilisation du temps des professions en les déchargeant. Et je ne suis pas sûr que ce sera l'intelligence artificielle qui le fera beaucoup, mais en tout cas en les déchargeant d'un certain nombre de tâches qui peuvent être faites parfois mieux et plus efficacement par d'autres professions. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Très bien, alors je vais passer à une autre question. Il y a plus sur… Madame Arnaud qui veut parler. Pardon? Il y a Madame Fort-Arnaud qui voulait parler. Ah, j'ai pas vu, désolée. Je vous laisse la parole, Madame Fort-Arnaud. Oui, moi, je voulais revenir justement sur la question précédente et celle-ci sur laquelle je voulais reprendre un tout petit peu la parole. Sur la question précédente qui était justement ce déploiement de technologie au service des soignants, au service des patients. Je partage bien l'idée que les usagers devraient être beaucoup plus impliqués comme il est fait enfin en gérontechnologie. Donc, il serait intéressant, par analogie, de procéder de la même manière, c'est-à-dire intégrer vraiment les usagers à l'élaboration de nouveaux produits peut-être plus ergonomiques, en tout cas qui répondent mieux au quotidien de leur activité. Le DPI, il est vrai, le dossier informatisé patient est un vieux modèle. Maintenant, il serait bon de le rafraîchir aussi, même avec les dernières versions, d'aller vers des choses beaucoup plus… moi, je me dis, si Apple avait pu jeter un coup d'œil là-dedans, nos dossiers, en tout cas, nous, en Valais, notre système de dossiers patients est encore un vieux modèle archaïque, même s'il a été révisé il n'y a pas si longtemps que ça.
Et je trouve surprenant que nos soignants soient aussi tolérants, voire résignés parfois à utiliser des vieilles bécanes, passez-moi le terme, alors qu'on pourrait aussi profiter au même titre que l'évolution numérique mondiale à une approche beaucoup plus soft, beaucoup plus agile, beaucoup plus conviviale déjà sur ce vieux dossier. Ça, c'était mon premier point. Rajouter à ça que ce n'est pas que l'outil, mais c'est le sens qu'on donne à l'outil. Et je me rends compte que dans la démarche de soins qui est logiquement mobilisée dans cet outil, nos soignants font parfois des raccourcis, mais ça, c'est un autre point. La robotique, j'y crois totalement. Je suis surprise de voir que dans la tête de nos jeunes soignants, l'approche robotique leur fasse peur, alors qu'il pourrait être une approche très, comment dirais-je, très aidante pour des tâches qui sont lourdes sur le plan même ne serait-ce que mobiliser ou transférer des patients. Donc, je suis surprise qu'ils soient peu enclins, ces nouveaux professionnels, à aller dans le sens de l'usage de la robotique comme on peut le voir sur des pays asiatiques. Et puis, pour répondre à la dernière remarque de c'est quoi ce flux, ce reflux autour de ces soignants frontaliers, qu'est-ce qui se passe au fond, des compétences très communes pour avoir exercé dans en tout cas dans deux pays différents, quelque part le même métier. Je pense quand même qu'il y a un vrai problème de reconnaissance. Quand on part travailler au Canada, notre statut est vraiment reconnu comme des ingénieurs, comme des HES. Je pense aussi, et là je n'aime pas trop aller là-dessus, mais il n'empêche que pourquoi à HES égal, nous n'avons pas des salaires égaux. Un HES social, un HES informatique n'est pas sur les mêmes catégories d'échelle salariale qu'un HES santé ou qu'un HES social. Donc là-dessus, je me pose la question au nombre de crédits ECTS. Qu'est-ce qui se passe après sur le monde professionnel? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde professionnel ne redonne pas une valorisation type HES à l'ensemble de nos jeunes, quel que soit l'HES dans lequel il a été construit, eh bien, le même niveau de valeur salariale. Voilà ce que je pouvais partager. Merci beaucoup, Monsieur Brunner. Moi, je rebondis aussi à la question d'avant. Typiquement, on parle de e-health et AI, etc. Moi, comme je suis plutôt dans la recherche et le développement, donc je vois les dernières technologies qu'on utilise et qui vont arriver aussi à niveau médical et dans les hôpitaux. Dans les grands hôpitaux, ils sont déjà présents, mais ils vont petit à petit se diffuser un peu partout. Typiquement, quand je parle de génomique, protéomique, ça c'est musique d'avenir. Pour le moment, la partie diagnostic, elle est surtout basée sur comment dire, des technologies comme RT-PCR ou des technologies que nous, en recherche et développement, on les a vues déjà il y a 20 ans en arrière, qu'on utilise encore, mais qu'ils sont... Pour moi, ce qui est à tenir en compte, au-delà de l'intelligence artificielle, c'est aussi l'arrivée d'une médecine de précision. Donc, ça veut dire une complexification de comment on suit les patients et pas juste on donne à tout le monde la même chose. Ça, c'est clair que les grands hôpitaux, ils ont déjà commencé à rentrer là-dedans, mais c'est quelque chose qu'il faut tenir à l'œil, autre que l'AI qui est un outil. Mais on voit vraiment qu'à ce niveau-là, aussi, quand je travaille avec des entreprises, aujourd'hui, de plus en plus, vous trouvez, outre les grands Roche, diagnostics, etc., il y a de plus en plus de petites entreprises qui commencent à produire des systèmes qui sont proches du patient. Et ça, c'est clair, ça va complexifier la tâche. C'est juste depuis la recherche fondamentale, on voit clairement ça qui est en train d'arriver. En séquençage, à l'époque, ça coûtait énormément cher. Aujourd'hui, les prix descendent de plus en plus. Donc, on peut s'imaginer dans les prochaines années que ça va être très diffusé comme technologie. Monsieur Chirlin? Oui, juste pour aussi rebondir sur cette question et puis peut-être faire la boucle avec aussi des technologies peut-être un peu moins pointues, mais tout ce qui est de l'ordre de la téléconsultation, voire de la transmission. On a vu combien dans cette période Covid,
les personnes, par exemple, qui étaient en EMS et qui étaient confinées parce qu'elles ne pouvaient pas non plus recevoir de visite quelque part. Le fait d'avoir des moyens pour les patients de visioconférence, pour avoir une communication avec les proches, ça rejoint quelque peu ce que disait M. Gesbuller par rapport aux applications smartphone, mais aussi des softs qui sont plus larges pour à la fois la consultation infirmière quand même, à distance, ça peut se faire, et puis aussi la communication entre le client et ses proches dans les contextes d'hospitalisation ou autres. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Chirlin, vous avez fait directement le rapport avec ma dernière question, qui est en rapport avec la crise d'actualité que nous vivons. Donc, qu'est-ce que cette pandémie elle a révélé, selon vous, de l'apport des technologies en soins infirmiers? Et quels en sont les besoins futurs ou du moins les améliorations nécessaires en Suisse occidentale? Sujet un peu plus chaud. Monsieur Geisbuller. Oui, quelques leçons de la première vague et de la deuxième qui nous occupe bien actuellement. Bon, on va pas revenir sur la pénurie en soignants qui, comme je le disais tout à l'heure, est un des éléments limitants de notre capacité de faire face à la crise au niveau hospitalier. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est un développement extrêmement rapide durant la première vague, et on voit les chiffres qui remontent aussi de manière exponentielle, des téléconsultations, donc de l'utilisation de la télémédecine avec différents cas d'utilisation. Bien sûr des téléconsultations médicales, mais aussi d'autres professions, notamment les psychologues qui l'utilisent. Et puis d'autres cas d'utilisation où des infirmiers ou infirmières à domicile peuvent avoir besoin d'un avis médical pour éviter de devoir hospitaliser le patient dont il ou elle s'occupe, et donc qui permettent de simplifier un certain nombre de processus, puisque ça permet d'amener l'expertise qui est nécessaire pour compléter la prise en charge, plutôt que de devoir déplacer soit un spécialiste, soit pire, d'envoyer le patient aux urgences. Donc je pense que ces outils de communication intégrés dans des processus qui doivent être maîtrisés, qui doivent être organisés, pour lesquels il faut mettre en place de la formation, des outils sécurisés, mais aussi une organisation opérationnelle, sont des choses qui ont été largement accélérées par la crise sanitaire et qui, je pense, vont, maintenant qu'ils ont été pratiqués, ont fait tomber un certain nombre de réticences et vont être largement plus utilisés aussi après la crise. Merci. Madame Truchot-Cardo. De tout temps, les guerres, les catastrophes, les pandémies ont été source d'innovation en santé. La pandémie actuelle, avec le recul sur la première vague, on peut dire que c'était un catalyseur d'innovation extraordinaire. Mais alors attention, il faut à condition que les gens sur le terrain soient entendus et soutenus dans leur élan. Car il faut savoir quand même qu'ils n'ont pas de culture entrepreneuriale. Et puis la pression des soins, elle reprend toujours le dessus. On le voit lors de cette deuxième vague. C'est revenir à des fondamentaux pour être sûr d'avoir une maîtrise totale, entre autres, du nombre de patients et de la capacité de les accueillir correctement. Merci beaucoup, Monsieur Chirlin. Un dernier mot, peut-être? Oui, par rapport à cela, deux choses. Donc, effectivement, dans cette période Covid, on a, pour moi, deux enseignements pour la filière soins infirmiers. C'est par rapport à l'enseignement lui-même, c'est-à-dire qu'on a dû basculer dans une modalité distancielle. Donc, évidemment, les nouvelles technologies sont nos amis en ce moment, par rapport aussi à la formation et aux défis qu'on doit relever de, par exemple, réaliser des habiletés pratiques sans avoir les étudiants en présentiel. Voilà, ça c'est typiquement quelque chose qui nous dit que plus tard, peut-être, on devra développer encore d'autres outils pour nous permettre de ne pas être en stress lorsqu'on a ce genre d'événements qui arrivent. Et puis, pour pas plagier quelqu'un qui aurait dit ça, je ne sais plus, j'ai lu ça dans un post quelque part de LinkedIn, il me semble. Aujourd'hui, on est dans la deuxième vague. Peut-être il y aura probablement une troisième vague encore somatique, mais on délaisse complètement aussi l'aspect psychique que provoquent ces différentes vagues sur les personnes. Et puis la quatrième vague, elle sera peut-être justement dans le domaine de la santé mentale.
Et donc, les nouvelles technologies dans ces périodes Covid peuvent aussi nous permettre peut-être de recréer du lien entre le soignant et les patients par rapport aux troubles psychiques. Monsieur Guespuller a parlé des psychologues, j'en suis très content, mais il y a aussi quand même les infirmiers et infirmières qui doivent pouvoir aussi assurer ces soins psychiques auprès des personnes. Et alors qu'aujourd'hui, évidemment, l'accent est mis sur le somatique parce qu'il y a des soins intensifs, il y a la réa, et puis c'est normal, c'est ça qui est vraiment aigu en ce moment. Mais ne délaissons quand même pas ce développement de technologies aussi qui vont nous aider dans le domaine de la santé mentale parce qu'il va y avoir aussi un effet très fort du Covid à ce niveau-là. Merci. Madame Forarno, est-ce que vous désirez encore ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Alors, je remercie. Merci, tout est dit. Excellent. Je vous remercie à tous pour vos lumières sur ce thème fondamental. Je pense qu'on aurait pu encore en discuter longuement, mais de manière principale, ne connaissant pas le thème très bien à la base, j'ai vraiment un aperçu maintenant, je trouve, assez profond au final de cette problématique sur l'innovation des technologies médicales en milieu hospitalier. Nous allons prendre maintenant une pause de 5 minutes avant la prochaine session qui sera modérée par Monsieur Lionel Butin. Je vous remercie tous encore une fois et je vous souhaite une bonne conférence. Monsieur Butin, je ne sais pas si vous voulez dire 2 mots avant cette pause. Non, ça a été très instructif. Il y a beaucoup de choses en fait que j'ai découvert ou que j'ai apprises, donc très satisfait de la discussion. Merci beaucoup. Merci à vous.
Alors, on va reprendre le cours de l'événement. On arrive actuellement donc, à la dernière partie donc, de cette session. Pour les 30 minutes qui suivent, nous allons donc parler des innovations dans la région avec le support de Dominique Truchot-Cardo, Elena Bornet d'Ivorja et Jean-Jacques Brunner. Alors, je vous propose de les écouter et si vous avez des questions ou des commentaires, je vous encourage à utiliser le chat box qui se trouve en haut à droite de votre écran.